Salut tout le monde, j'espère que ça va. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. Aujourd'hui les amis, on retourne sur Twitter se regarder encore énormément de tweets. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps, petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Let's go, on commence avec le premier tweet insolite de la vidéo qui nous vient de Ryo Saiba et c'est marqué quelle époque. Ça se passe au Japon. Bon, par contre, la musique copyright, ça va pas le faire. Alors, les mecs, nous avons affaire à 3 hommes qui promènent leurs poupées dans des poussettes. D'accord, les mecs? C'est une dinguerie. On a vu les bébés reborn et maintenant il y a ça. Et là, c'est des poupées sexuelles, c'est-à-dire qu'ils couchent avec. Et la dinguerie dans ça, c'est que, regardez, je vais avancer un peu, les poupées ressemblent à des poupées. On a déjà vu des poupées un peu humaines, en tout cas qui ressemblent à des humains, et les hommes couchent avec. C'est déjà une dinguerie pour moi personnellement, mais là ils ont vrillé complet. Ils se tapent des poupées qui ressemblent à des poupées, les mecs. Et ils se promènent avec dans la rue. Du coup, dans les commentaires, ce sont des poupées dans les fauteuils. Pourquoi ils font ça, à ton avis? C'est bien des poupées destinées au plaisir sexuel, on est bien d'accord. Mais pourquoi les avoir choisies en fauteuil roulant? Là, je trouve ça atroce, étant moi-même handicapé. Mais ils n'ont pas choisi dans des fauteuils roulants, c'est que c'est pas des robots, ils ne marchent pas, tu vois. Je pensais le Japon plus respectueux vis-à-vis des choses qu'on choisit pas d'avoir dans la vie. Quand tu vois maintenant les délires avec les poupées reborn pour les femmes, il faut bien un pour les hommes. L'égalité, comme on dit. On enchaîne avec ce tweet de 75 secondes et là c'est marqué à Marineland, un soigneur est vu en train de stimuler Kenjo, un jeune orc mâle, afin de prélever sa semence, le 12 août 2025. Franchement les mecs, j'imaginais pas que c'était des êtres humains qui branlaient manuellement des orques. On sait qu'on utilisait des machines, c'est pour pomper tout simplement. On te posait la question, tu fais quoi dans la vie? Ben, je branle des orques. Et l'autre question que je me suis posée, c'est combien ça paye? Du coup, je suis descendu dans les commentaires et il y a une personne qui a posé la question. C'est payé combien un branleur d'orques? Un gros cœur répond entre 1800 et 2800 euros brut par mois. Donc, moyenne, c'est 2200, on va dire. 2100. Ok. On enchaîne avec ce tweet de Impact et c'est marqué insolite. 6 ans après être devenu millionnaire à l'euro-million, un Montreuillois remporte 600 000 euros avec un ticket à gratter. Tiens, et si la chance, vous souriez 2 fois? C'est arrivé à un habitant de Montreuil en Seine-Saint-Denis. 6 ans après être devenu millionnaire, il vient de rafler 600 000 euros avec un ticket à gratter. Mohamed Salah. On dit que la chance sourit aux audacieux. Cet habitant de Montreuil l'a bien compris. Il n'a pas gagné une, mais 2 fois à des jeux de hasard. Montant du gain total, 1,6 million d'euros. Une réussite difficile à croire pour ses habitants. 2 fois la même personne. Ouais. Ah, franchement, c'est bien pour lui. Hein. Je sais pas comment il fait. J'ai entendu ces rumeurs et j'en croyais pas mes oreilles. Et je me suis dit quel chanceux. 2 fois. Il n'a pas partagé avec les autres Montreuillois. Bah, franchement, bravo pour lui en tout cas. Cette folle histoire commence en 2019, lorsque ce francilien est tiré au sort à l'euro-million. L'homme ne change pas ses habitudes et continue de jouer 2 fois par semaine, jusqu'à ce 17 juillet où il gagne à nouveau, cette fois 600 000 euros. Un destin qui prête à sourire, mais qui reflète aussi les dangers des jeux d'argent selon ce spécialiste. Il y a une forme d'addiction qui existe chez un certain nombre de joueurs. Les entreprises nationales de jeux ont des psychologues à disposition pour s'occuper de leur cas, voire les interdire de jouer. En France, près de la moitié des adultes ont joué à des jeux d'argent ou de hasard en 2023. Les mecs, j'ai 44 ans, j'ai dû jouer 1 ou 2 fois dans toute ma vie à ça. J'ai jamais accroché parce que quand j'étais petit, ma grand-mère, elle m'envoyait toujours au tabac acheter le millionnaire. À l'époque, le millionnaire, quand tu avais les 3 télés, tu allais à la télé et tu pouvais gagner, tu vois. Et elle n'a jamais gagné, tu vois. Et franchement, 2 fois. Une fois, en tout cas, je m'en souviens, c'est parce que c'était avec mon fils, 1 fois. Et c'est pas mon délire, franchement, c'est pas mon délire. Et on passe sur ce tweet de chien surpris qui a marqué dans la France de Macron, même les cadres baissent les bras, ils n'en peuvent plus. Et franchement, comment leur donner tort? Trimer toute la semaine pour se faire dépouiller avant même de voir la couleur du salaire, 50% de la richesse produite qui s'évapore direct. Et ça, c'est juste l'entrée. Derrière, tu rajoutes l'impôt sur le revenu, la taxe foncière et bien sûr la TVA qui t'attend au tournant dès que tu consommes. Résultat, 62 à 67% de ce que tu produis file à l'État. Et si tu es cadre, tu sais très bien qu'on est plus proche du 67% que du 62%. La pensée du jour, elle est sur l'enfer fiscal français.
Voilà, j'ai fait une petite analyse et une petite démonstration avec les collègues de boulot. Moi, je suis cadre, donc j'ai remis ça sur en disant l'entreprise paye 1000 €. Voilà, pour voir ce qui reste réellement ensuite aux salariés, en l'occurrence mon cas. Donc lorsque l'entreprise paye 1000 €, moi j'ai net 504 €. D'accord? Donc on n'est pas à 1,8 comme les gens penseraient le dire, mais chez les cadres on est plutôt à 2. Voilà. Donc pour avoir 1 €, l'entreprise ça lui coûte 2. D'accord? Il me reste 500 €. Et puisque je suis seul, que je n'ai plus une seule part, parce que tous les enfants sont grands, ben évidemment je me fais défoncer en impôts. Hein, parce que quand vous êtes seul, il faut vous prendre votre argent, parce que vous êtes seul, donc vous n'avez pas besoin. Voilà. Donc moi ils me prennent 20 points. Donc 20 points, il me reste plus que 400 €. Je rappelle que l'entreprise a versé 1000 au départ. Hein. Voilà, il me reste plus que 400 €. Si vous pensez à la consommation, la TVA 20%. D'accord? Vous enlevez 20% de 400 €, il reste 320. On est à 1000 payés par l'entreprise au départ. Ok? Donc on est déjà à 68% d'impôts, avec cotisation salariale, cotisation patronale, impôt sur le revenu et TVA. Et ensuite, vous avez tout ce qui vient à l'intérieur de la consommation, les taxes sur l'essence, les taxes sur l'alcool, les taxes sur les cigarettes, les taxes sur les taxes. Ah oui, puisque comme ce sont des esprits malades, quand vous regardez par exemple votre facture d'énergie, vous avez 1, 2, 3, 4 lignes de taxes avant, et ensuite ils mettent la TVA dessus. Voilà. Vous pouvez aussi rajouter les impôts fonciers, etc. Et je pense que j'en oublie. Donc quand on additionne tout ça, on arrive entre 70 à 75%. Hein, d'accord? Aujourd'hui, une entreprise à qui ça coûte 1000 € de salaire, finalement, l'employé, il lui reste 250 à 300 € réellement dans sa poche pour vivre et consommer. Il n'y a pas un problème quelque part? Je veux dire, ils prennent 3/4, l'État prend 3/4 et ils s'en sortent pas. Et nous, il nous reste un quart, alors que c'est nous qui avons trimé. Parce que moi, je fais 10 à 12 heures par jour, hein, depuis 40 ans, hein, voilà. Ça fait 40 ans que je me lève à 6 ou 7 heures du matin tous les jours et que je finis entre 18 et 20 heures, voilà. Et moi, il en reste un quart. Non, mais on n'en peut plus, quoi. On n'en peut plus. Ah oui, et puis moi, j'ai oublié de dire, j'ai aucune aide. Hein. Pas de chèque essence, pas de chèque rentrée, pas de chèque vacances, pas de chèque de Noël, pas de chèque énergie. Rien, pas d'APL, rien, j'ai rien, que dalle. Voilà. Donc, j'en peux plus. Que dit le peuple? On nous a annoncé la liberté fiscale au 17 juillet. On serait finalement plus proche du 25 août. Exactement, ma décision est prise, je quitte la France. Et on enchaîne avec ce tweet de Laurent Potel et c'est marqué « On estime que la fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros. La fraude sociale, c'est 6 à 8 milliards d'euros, donc 10 fois moins. Et parmi celles-ci, 70% est une fraude aux cotisations à l'URSSAF, pas aux prestations. Il faudrait voir la réalité des chiffres. » Je voudrais quand même un peu remettre les chiffres là où ils sont. Hein. La fraude fiscale, bon, toujours les estimations sont assez compliquées à faire, évidemment, puisque c'est des activités délictueuses, donc ça ne reste que des estimations. Mais enfin, on estime que la fraude fiscale, c'est 80 milliards d'euros. Donc c'est l'argent qui est planqué dans les paradis offshore. L'argent qui est optimisé, qui fait l'objet d'évasion fiscale par les grandes fortunes et par les grandes entreprises ou par les entreprises en général. La fraude sociale, c'est 6 à 8 milliards d'euros. Donc c'est la fraude du pauvre. 10 fois moins. C'est la fraude du pauvre. Et non, c'est pas vraiment la fraude du pauvre parce que dans cette fraude sociale, dans ces 6 à 8 milliards qu'on estime, 70% c'est les employeurs, c'est-à-dire les médecins, c'est de la fraude aux cotisations. C'est pas de la fraude aux prestations, c'est de la fraude aux cotisations. C'est des employeurs qui fraudent l'URSSAF par le travail au noir ou dans l'assurance maladie, c'est les médecins qui surfacturent ou qui font des actes fictifs comme on l'a vu dans le reportage. Donc, la part de la fraude du pauvre, c'est 30% de cette fraude sociale qui elle-même est 10 fois moins élevée que la fraude fiscale. Hein. Donc, bon, l'exemple, je comprends que dans l'esprit des Français, on imagine toujours le type qui est au RSA et qui a une BMW et qui, en fait, voilà, fraude aux prestations. Et c'est l'exemple qui est le plus cité et que c'est ce qui ulcère les gens et c'est ce à quoi ils pensent. Pourtant, je veux dire, la réalité des chiffres est véritablement tout autre. Voilà, c'est l'exemple qui est véhiculé par les chaînes détenues par des milliardaires. Là, je sais pas, cette chaîne Direct 5 est détenue par qui, tu vois? Et l'émission aussi. Voilà, tout simplement. Et on enchaîne avec ce tweet de Camille Moscou et c'est marqué « La France en crise économique et sa ministre des Comptes publics montre comment on gratte les ressources jusqu'au bout. » Regardez. Beaucoup de fonctionnaires ont fait leur travail et ils l'ont bien fait. Non mais sérieusement, c'est des crades en plus d'être des voleurs. Du coup, dans les commentaires, ça s'appelle rhinothylaxomanie. Aucun danger pour la santé, une étude américaine indique que 91% des humains adultes se curent le pif. Déjà, premièrement, se curer, c'est une chose, mais bouffer ce que tu sors de ton nez, c'est une autre chose, les mecs, d'accord ? Il faudrait quand même le préciser. Et on enchaîne avec ce tweet de Jacques Renardière qui a marqué « Connaissez-vous les Mimi, un gouvernement des millionnaires, pour les millionnaires, Gérard Mordia ». Je vais parler d'une chose un peu étrange. Aujourd'hui, je vais parler des Mimi. Les Mimi. Les Mimi. Il va falloir s'y faire.
Les Mimi, c'est tout simplement les ministres millionnaires. Parce que il y en a beaucoup. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours cru que la définition de la démocratie, c'était le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Eh bien, depuis quelque temps, grâce à Monsieur Macron et son valet Bayrou, nous savons que c'est plus du tout ça. La démocratie macroniste, c'est le gouvernement des riches, par les riches, pour les riches. On met un pognon de dingue dans des minima sociaux, les gens ils sont quand même pauvres. Alors, il y a eu la publication des patrimoines des ministres, et je trouve que les médias sont passés là-dessus rapidement, tout simplement, plutôt d'ailleurs en admirant qu'ils soient tous aussi riches que ça. Moi, j'ai trouvé ça absolument stupéfiant. Je n'en suis toujours pas revenu, qu'on fasse aussi peu cas de telles déclarations. Alors, j'ai noté les choses, je vais vous rappeler un peu parce que... Allons-y. Ah merde. Bref, et on enchaîne avec ce tweet de Kunta Venkite qui a marqué « Ce matin, Kevin Bossuet nous raconte que son tourisme sexuel en Roumanie a été gâché par une alerte de son syndic pour cambriolage et ses camarades de Fashion News qui se moquent de lui en dévoilant ses autres destinations de crushing sexuel préférées. Même entre eux, ils sont méchants. » Je vais vous raconter ma vie également, Thierry. C'est la vôtre. C'est mission confidence aujourd'hui, je vais leur des pros. J'étais en plein milieu de la Roumanie à Prachov, qui est formidable. D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à aller en Roumanie parce que c'est vraiment formidable. Et là, je reçois un mail du syndic de copropriété qui nous raconte... Non mais regardez Regardez, j'ai mis pause. Il est constamment énervé. Et je vous dis, ce gars, il doit avoir un ulcère. Même quand il sourit un peu, il est énervé. Il n'arrive pas à être détendu, c'est une dinguerie. Il y a eu une tentative d'effraction, notamment dans mon immeuble. C'est-à-dire que j'étais tranquillement, et là je me suis dit que potentiellement, à Paris, dans le 17e arrondissement, vous déménagiez en Roumanie. On peut en effet être victime d'un cambriolage. Et là, pendant quelques jours, en effet, je n'étais pas bien parce que j'avais peur qu'on me cambriole chez moi. J'ai appelé la gardienne et tout. Mais c'est juste pour vous dire que quand j'étais en Roumanie. Oui, c'est ça, l'information. Moi j'aurais misé sur la Pologne avec Kevin. J'étais tranquillement en vacances en Roumanie, mais tranquille, j'étais bien, etc. Et la France m'a rappelé à quel point, dans ce pays, je pouvais potentiellement être cambriolé, être victime, etc. Même si j'étais à quelques milliers de kilomètres de chez moi. Donc il est en train de dire que les cambrioleurs cambriolent quand les gens sont en vacances? C'est nouveau? Ah ouais, les cambrioleurs cambriolent d'habitude quand les gens ne sont pas là, hein, au cas où. Ils viennent l'apprendre. C'est marrant parce que dès qu'il rentre de vacances, habituellement on nous parle plus de la Pologne. Là j'ai l'impression que vous êtes passé vers la Roumanie. La Hongrie. J'ai fait le tour, la Pologne quand même. Ah d'accord, donc d'accord. Donc bref, du coup, on enchaîne avec ce tweet de Tribune Populaire et c'est marqué « C'était un faux sommet de la paix », déclare Bernard-Henri Lévy, venant de la part d'un faux philosophe qui va là où les corps s'empilent tel un corbeau. C'est assez ironique. Ce qui était saisissant, mais c'était les images de cette nuit. Les images de ce sommet de la paix, où il n'était pas question de paix, mais de business. C'est l'objectif, la paix. Non, c'était un faux sommet de la paix. C'est pas ça un sommet de la paix. D'ailleurs, la première personne à s'être exprimée dans les médias russes, c'est Kirill Dmitriev, qui est le patron du Fonds souverain russe, et l'objectif de ce sommet, c'était, de l'aveu même de Trump et des Russes, un business deal entre Trump et Poutine. Et donc c'est une escroquerie d'appeler ça un sommet de la paix. Escroquerie. Appeler le sommet d'hier un sommet de la paix est en effet une escroquerie. Et par ailleurs, il y avait quelque donc chose c'est un mensonge mondial, quoi. Il y avait quelque chose de honteux dans ce spectacle. Vladimir Poutine reçu comme un roi. Les soldats américains agenouillés pour lui dérouler le tapis rouge. Cette image est honnêtement honteuse. C'est un crachat au visage des Ukrainiens. C'est une insulte à la mémoire des vétérans américains. C'est une insulte pour les républicains décents et dignes de ce nom d'Amérique. Ce spectacle d'hier était franchement pathétique. Et on enchaîne avec ce tweet de Claude Issiard qui a marqué « Qui sont ces gens qui osent prétendre que la colonisation a aussi eu de bons côtés ?» C'est là il faut que les uns et les autres comprennent. C'est-à-dire qu'il y a un mindset chez les Occidentaux qui ne sont pas forcément racistes, hein. Mais il y a un mindset chez les Occidentaux. Après là, je pense qu'il voulait dire certains Occidentaux. Bien sûr les mecs, hein, je préfère le préciser parce que je sais pertinemment qu'il y a des gens qui vont venir, qui vont s'arrêter sur ça et qui vont s'exciter sur ça. Ouais, vous mettez tout le monde dans le même sac. Non. Et c'est pour ça que je vous dis souvent, n'insultez pas quand vous argumentez. Sinon les gens vont s'arrêter sur l'insulte. Comme ça, ils n'ont pas besoin de débattre sur la vérité que vous allez dire derrière. D'accord? Donc on sait, il parle de certains Occidentaux. Consiste à dire, oui, il y a eu des crimes commis durant la colonisation, mais on a apporté quelque chose. Qui t'a demandé de venir apporter quelque chose à quelqu'un? Et qu'est-ce que t'as pris en repartant? Non, mais non, je vais même pas là-dessus. Je vais même pas sur les crimes commis et sur la spoliation, les matières premières et tout ça. Je ne vais même pas sur ça. C'est juste comment des êtres humains sont capables de justifier le fait qu'ils sont allés chez les autres, qu'ils les ont massacrés et en disant que oui, mais on vous a apporté quelque chose. Quel est le fonctionnement intellectuel d'un être humain qui est capable de s'exprimer en n'ayant pas honte de dire ça? Ça veut dire que tu as un mode de pensée qui est problématique. Tu as un imaginaire qui est problématique. C'est là, il faut que les... La vérité. Et quand tu tombes sur ce genre de personnes, ils te disent que tu es en train de chouiner, tu vois. Ou bien ils te disent, ben, retourne dans ton pays.
en oubliant que chaque acte a une conséquence. S'il y a une immigration ici, c'est qu'il s'est passé des choses avant. Et là, je vais faire un exemple, comme j'aime bien les faire, tu vois, des exemples éclatés au sol. Et là, c'est pour les personnes qui ont cette réflexion de dire que vous oubliez ce qu'on vous a apporté. Donc, imaginez un paysan en France qui a une maison un peu délabrée, un champ qui n'est pas génial, tu vois, une famille, et qu'il y a des gens qui arrivent sur son territoire, qui, je peux pas dire le mot, qui vivent sa femme, qui refont un peu le mortier de la maison, qui agrandissent un peu le champ, et qui repartent. Et qui disent, c'est bon, tu vas pas chialer. Regarde, ta maison, elle est un peu plus belle, ton terrain est un peu plus grand. De ce niveau-là, les mecs, hein, le paysan n'a rien demandé à la base. D'accord, les mecs? C'est un peu un exemple un peu poussé, certains diront, mais c'est vraiment ça. Hein. C'est clairement ça. Hein. Et du coup, on passe sur l'étude de Vaudit toujours qui a marqué, selon le socialiste Jérôme Gage, porter plainte contre un rabbin, vous l'avez bien deviné, c'est antisémite. Donc, parler de génocide, c'est antisémite. Critiquer le sionisme, c'est antisémite. Critiquer le gouvernement sioniste israélien, c'est antisémite. Dire Free Palestine, c'est antisémite. C'est une dinguerie, les mecs, sérieusement. Décider de porter plainte contre le grand rabbin, c'est donc de dire nous avons un problème avec les juifs. Et... Alors celui-là, c'est le député socialiste Jérôme Gage. Et d'après lui, si l'on porte plainte contre le rabbin Haïm Corsia, c'est qu'on a un problème avec les juifs. En tout cas, c'est l'accusation qu'il a portée à l'endroit d'Aymeric Caron, un autre député qui a décidé d'engager des poursuites judiciaires contre le rabbin Haïm Corsia. Cette déclaration de Jérôme Gage est typique de celui qui cherche à provoquer ce qu'il prétend précisément combattre. Mais avant d'aller plus loin, on va d'abord réécouter les propos du rabbin Haïm Corsia. Pour rappel, le rabbin Haïm Corsia, c'est celui qui avait surpris tout le monde en allumant des bougies dans l'enceinte de l'Élysée en présence du chef de l'État. On l'écoute. J'ai absolument pas à rougir d'ailleurs de ce que Israël fait dans la façon de mener les pays. Tout le monde serait bien content qu'Israël finisse le boulot. Je n'ai absolument pas à rougir de ce que Israël fait. Tout le monde serait bien content qu'Israël finisse le boulot. Bien que dans la bouche d'un représentant cultuel, ces mots revêtent une forme de gravité coupable, ce n'est ni la religion, ni l'origine de l'auteur qui sont en cause, mais uniquement leur caractère totalement abject. Cette faute éthique et morale est caractéristique de la stratégie de déshumanisation dont est victime le Palestinien depuis des décennies. Il peut mourir, il peut être torturé, il peut même être annihilé, car pour certains, il n'est pas humain. Pour en revenir au député socialiste Jérôme Gage qui accuse Aymeric Caron d'avoir un problème avec les juifs, dans un état démocratique, un parlementaire a le droit, et ici le devoir de soumettre à l'appréciation de la justice des propos qui lui semblent inacceptables. En réalité, Jérôme Gage fait ici la démonstration pleine et entière de l'accusation fallacieuse en antisémitisme dont sont l'objet toutes celles et ceux qui refusent de se taire devant les atrocités qui sont commises et les propos abjects de ceux qui les encouragent. En fait, tu fais une compile de tout ce que certains politiques trouvent antisémite et tu montres ça dans d'autres pays. Ils vont dire qu'on a vrillé les mecs, hein. Sérieusement. Hein. Et du coup, on termine avec Alain Soral. Et là, les mecs, je sais même pas si je peux poster la séquence parce qu'à chaque fois que j'utilise Alain Soral dans un des zappings, ben en fait, la vidéo saute. Donc, c'est un peu relou d'utiliser 1-2 minutes d'Alain Soral et ça me flingue 20 minutes de vidéo. Franchement, les mecs. Donc là, c'est marqué peuple élu, terre promise. De toute façon, je vais le dire radicalement. On a des gens qui sont sur une religion qui est fondée sur 2 piliers, hein, qui s'appelle le peuple élu, la terre promise. Le peuple élu, c'est un mensonge puisqu'il y a que qu'on votait. Et la terre promise, ce n'est pas la terre des ancêtres. C'est-à-dire que le peuple élu est un mensonge qui légitime la terre promise, c'est-à-dire un vol. C'est-à-dire que c'est une religion qui est fondée sur 2 piliers, un mensonge qui légitime un vol, tu vois. Donc ce sont essentiellement et structurellement des agresseurs. Ce sont des agresseurs. Quand j'arrive devant toi et je dis voilà, je suis le peuple élu, ma terre t'est promise, je suis en train de te dire que je vais te la mettre. Tu vois ce que je veux dire? T'es pas censé accepter en disant ah bon si c'est Dieu qui l'a dit, excuse-moi, tu veux ma femme, tu veux ma chaise. Enfin tu vois, c'est ça la réalité fondamentale, tu vois. Et ça s'appelle la réalité palestinienne. De toute façon, je vais le dire. Ok, bon, on verra combien de temps la vidéo va durer avant d'être démonétisée. Donc voilà les mecs pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire et on se dit à notre vidéo. Allez, ciao tout le monde.